Bonsoir. Ce soir, au programme de Studio Lacan, nous recevons dans un divan dans le monde Anne Coppel et Léon Gomberoff pour débattre avec nous de la problématique du crack, en particulier à Paris, sur laquelle ils travaillent depuis de nombreuses années. Dans la rubrique Écho de la culture, Solène Albert évoquera pour nous le dernier Goncourt, Vivre vite, de Brigitte Giraud. Enfin, Philippe Elbois nous parlera dans Actualité de la psychanalyse de la relation entre Freud et Marie Bonaparte à partir de la sortie récente de leur correspondance intégrale. Anne Coppel, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en sciences sociales, précisément en sociologie, actrice de terrain et militante associative. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, j'en citerai 3. En 2002, Peut-on civiliser les drogues ? De la guerre à la drogue à la réduction des risques. En 2012, vous avez coécrit avec Olivier Doubre, Drogue, : sortir de l'impasse. Et enfin, vous avez dirigé avec 2 autres auteurs un collectif intitulé La catastrophe invisible, histoire sociale de l'héroïne, sorti en 2018. Je précise enfin que vous avez été la première présidente du collectif interassociatif Limiter la casse, créé en 1993, premier dispositif à avoir expérimenté la réduction des risques auprès des consommateurs de drogue. Léon Gomberoff, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'activité à l'association Aurore, en charge des actions auprès des consommateurs de drogue. Vous dirigez plus spécifiquement 2 établissements médico-sociaux réunis au sein d'EGO, E-G-O, et plus précisément donc un XAPA, un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, et un CARUD, centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers. Donc on l'aura compris, votre action se situe au joint du sanitaire et du social. Alors, rentrons dans le vif et dans l'actualité du sujet. Le démantèlement récent, en octobre dernier, par les forces de l'ordre, du dernier regroupement de consommateurs de crack localisé au square de Forceval à la porte de la Villette, s'inscrit dans une série qui ne trouve pas de fin. Les consommateurs se dispersant puis se regroupant au gré des lieux où trouver le produit. Des lieux à ciel ouvert, visibles de tous. Et nous avons appris il y a 2 jours que dans le 18e, des enfants sont escortés par la police pour pouvoir aller à l'école en raison de la présence de toxicos sur le chemin étroit qu'ils empruntent pour aller à l'école. Alors, comment analysez-vous l'impasse à laquelle on est confronté dans la mesure où l'action gouvernementale semble privilégier la réponse sécuritaire, la réponse policière? Et que préconise la loi justement concernant les consommateurs de drogue? Peut-être Anne, si vous voulez commencer. Cette histoire, l'histoire du crack dans l'est de Paris, hein, qui va de la Goutte d'Or, Stalingrad, la Porte de la Chapelle, en fonction de la répression policière, en fait. Hein. C'est eux qui c'est une histoire dont j'ai assisté à la naissance au tout début des années 90. Hein. Donc c'est la même histoire qui se répète
d'année en année, avec toujours les mêmes réponses qui sont strictement répressives. Alors, il y a eu quand même quelques initiatives d'accueil dans des centres de soins. Je pense à la boutique, je pense bien sûr à Espoir Goutte d'Or, bon, qui a été qui a été pionnier dans cette question-là. Mais je dirais que vous posiez la question de la loi. La loi, la loi à l'heure actuelle, elle est limitée au cadre répressif, parce que du côté de la santé, c'est considéré, c'est hors la loi. C'est tout simplement, les CARU ne font pas partie de la loi sur les drogues, ils font partie de la santé publique. Autrement dit, tout ce qui est censé relever de la sécurité relève de la police. Et ça, c'est l'erreur fondamentale que n'ont pas fait nos voisins. Je pense à Zurich en Suisse, qui avait des problèmes similaires. Bon, à l'époque, c'était le milieu des années 80, donc c'était l'héroïne. Mais il y avait la même histoire, c'est-à-dire ce qu'on appelle une scène ouverte, c'est-à-dire des usagers, des trafiquants qui se rencontrent. Les policiers qui les pourchassent et qui vont d'un quartier à l'autre. Et c'est à ce moment-là que, puisque je raconte l'histoire de la Suisse, c'est à ce moment-là que les Suisses ont commencé à se dire, pas les Suisses, les mairies, parce que c'est ça le problème fondamental, c'est que ce sont les mairies qui sont responsables des questions sécuritaires comme des questions de santé, et qui ont cherché à trouver quelle réponse alternative on avait à cette chasse perpétuelle. Et la réponse qu'ils ont commencé à apporter, sur le modèle d'ailleurs des Pays-Bas, et puis de l'Angleterre, c'est de répondre aux besoins urgents des usagers sans exiger nécessairement de désintoxication. Et je donnerai encore un dernier exemple. Toutes les villes européennes ont été confrontées à des scènes ouvertes et des scènes ouvertes avec crack. Que ce soit à Porto, que ce soit dans le sud de l'Europe, au nord, partout. C'est un problème général. Mais les villes ne sont pas... Les villes européennes ont des réponses. Et je citerai d'abord en modèle celle des Pays-Bas. Il y a des usagers de crack dans la rue qui dérangent tout le monde. Bon, il faut les héberger. Et ils ont apporté la réponse « housing first », c'est-à-dire un logement d'abord, sans exiger de désintoxication. Et même les salles de consommation n'étaient plus utiles. Parce que les usagers de crack soit s'arrêtaient grâce à l'hébergement et à un soutien psychosocial, ou bien continuaient à consommer, mais ils consommaient chez eux, donc il n'y avait plus de troubles dans l'espace public. Ce que vous dites, c'est que finalement la réponse policière ou sécuritaire fonctionne aussi avec la recherche à tout prix du sevrage ou de l'injonction thérapeutique ou de viser l'éradication de la drogue ou son abstinence. Voilà. Peut-être. Oui, Léon, peut-être si vous voulez aussi. Oui, quand on parle d'éradication de la drogue, de son abstinence, je pense qu'aujourd'hui, il y a un consensus que cette politique de déplacement d'usagers ne marche pas. Et la première évacuation de Stalingrad, grosse évacuation, c'est 1994. Donc à ce moment-là, les usagers sont bougés en nord-est parisien et surtout place de la Chapelle, où il y avait des gros problèmes. Et où il y a eu des gros problèmes pendant un temps important. Mais aujourd'hui, il y a une espèce de consensus. Il faut aussi des réponses sanitaires et sociales. Le problème, c'est que qu'est-ce que ça veut dire réponse sanitaire et sociale? Parce que si ces réponses, ça veut dire sevrage, en fait, c'est la même chose. Parce que c'est la répression, mais par d'autres moyens. Il faut comprendre un peu que les soins, compris de cette manière-là, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à être soignées, soit parce qu'ils ne sont pas prêts, soit parce qu'ils ne veulent pas, soit parce que c'est vraiment très difficile. Parce que si vous savez, vous pouvez acheter du crack dans tous les coins de rue, si vous êtes accroché à ce produit. Et vous êtes accroché aussi à cette ville dans laquelle on habite tous. Et c'est très difficile de se dire demain je vais arrêter. C'est mais très très difficile. C'est comme vous arrêtez la cigarette, comme arrêter le café, arrêter le travail. Je ne sais pas si c'est facile de... Est-ce que vous pourrez du jour au lendemain aller vivre ailleurs? Il y a des gens qui l'ont fait dernièrement, qui sont partis, qui sont allés hors Paris. Il y a d'autres
qui disent non, il faut que ce soit eux qui partent. Hein. Je pense qu'il faut trouver des façons de vivre ensemble, d'accepter que ces gens sont là depuis plus de 30 ans, donc ils sont là depuis plus longtemps que moi. Donc comme moi je suis aussi accroché à cette ville, je pense que j'ai une certaine responsabilité. Et que cette responsabilité, il faut que je la partage avec eux et avec d'autres. Bon, merci Léon. Donc en effet, on va voir, peut-être justement, je voulais poser la question à Anne Coppel à propos des lois plus précisément pour qu'on dessine un peu les deux grands registres qui s'occupent de cette question. En tout cas, en effet, on s'aperçoit que ces regroupements de consommateurs au sein de scènes ouvertes, comme ça, dans l'espace public, elles dérangent, mais elles fascinent. Hein, et pourtant, il en a déjà existé, comme vous le rappeliez, dans les années 80 et 90, autour de la consommation d'héroïne, hein, qui cristallisait alors les consommateurs d'héroïne toutes les peurs, hein, de même qu'aujourd'hui les consommateurs de crack. Et vous-même, je voulais que vous reveniez un petit peu quand même là-dessus, vous avez donc participé dès 1993 à un dispositif expérimental de la prise en charge de ces consommateurs, en proposant donc plutôt une politique de réduction des risques, hein, c'est le terme, visant à faire avec ces consommations. Donc vous nous disiez de façon très intéressante que c'était alors Simone Veil, ministre de la Santé à l'époque, qui avait repris votre dispositif l'année d'après, sous un même format expérimental, faute d'avoir pu changer la loi. Donc on reviendra par la suite dans la deuxième partie de l'émission sur les pratiques un peu concrètes, hein, de la politique de réduction des risques, mais est-ce que vous pourriez un peu quand même pour nous évoquer sa naissance et surtout les effets de ces dispositifs à l'époque? Oui. C'est-à-dire, disons que la France a été très en retard aussi, hein, sur ces dispositifs qui ont été mis en place dans la plupart des villes et régions européennes, dans nos voisins, en tous les cas dans les médias, pour faire face au sida. Hein. Donc, la première définition officielle qui a été donnée par Simone Veil, par exemple, c'est la réduction du risque infectieux. Bon, donc dans l'esprit des gouvernants, pas dans l'esprit de nous, les praticiens, parce que nous, les expérimentateurs, ceux qui ont lancé la réduction des risques, pour nous, ça concernait bien sûr l'héroïne, mais enfin, c'était une autre façon de considérer les drogues illicites et de les traiter autrement. Donc, une politique qui part du principe... Et cet autrement, c'est accepter la coexistence avec des gens qui consomment des drogues. Parce que l'objectif d'éradication, qui est l'objectif de la loi française, ça ne marche pas, tout simplement. Donc, il faut admettre que d'une manière ou d'une autre, on coexiste avec ces gens. On peut les aider à avoir accès au traitement, on peut espérer qu'ils s'en sortent, mais c'est précisément parce qu'on accepte les usagers tels qu'ils sont qu'on leur donne la possibilité de changer. Donc, je dirais, même en ayant un objectif exclusif de sortie de la consommation de drogue illicite, eh bien, il faut passer par une étape qui est l'étape où on accepte les usagers tels qu'ils sont et surtout, on répond à leurs besoins immédiats. Alors, face au sida, les besoins immédiats, c'était déjà d'avoir des seringues stériles. Alors, besoins immédiats auxquels on n'a pas répondu vraiment en France, de pouvoir les utiliser dans un contexte de sécurité pour l'hygiène, la santé, sans être poursuivi par les policiers. Enfin bon, donc et puis je dirais, ça c'est les besoins sanitaires, mais pour les usagers qu'on reçoit dans les institutions, les problèmes sociaux sont souvent tout à fait prioritaires. Et pour ce qui est des craqueurs, c'est manifestement la question de l'hébergement qui est la question numéro 1. Donc répondre à ces questions-là, ça donne après aux usagers les moyens de choisir s'ils veulent continuer à consommer ou s'ils ne veulent pas, ou s'ils peuvent pas, parce qu'il y en a qui sont dans des problèmes. Ce que vous me disiez, c'est que ces dispositifs expérimentaux à l'époque avaient quand même provoqué une baisse fantastique de la mortalité. Alors justement, c'est-à-dire que quand Simone Veil, pour répondre à l'urgence, à la catastrophe, parce qu'on a eu une catastrophe en France
violence qui a été, je dis, invisible. On l'a dit dans cet ouvrage, mais je veux dire, dont on n'a pas parlé. Il y a eu des dizaines de milliers de morts, et en particulier dans les quartiers populaires, les quartiers d'immigration. Mais pas seulement d'ailleurs, mais enfin ça a été quand même massif. Et avec le dispositif expérimental qui a été mis en place par Simone Veil, qui s'appuyait sur nos premières expérimentations, qui étaient presque hors la loi en fait. Hein. Bon, parce qu'on ne peut pas à la fois, distribuer des seringues et interdire de s'en servir. Hein. Donc il y a une contradiction. Et Simone Veil l'a résolu, cette contradiction, parce qu'elle était juriste, elle savait qu'il y avait une contradiction entre l'objectif d'éradication et l'objectif de coexistence. Et elle a donné un statut expérimental à ce dispositif, avec l'idée que, selon les résultats, on envisagerait pour voir s'il fallait modifier la loi. Et ce qui s'est passé, c'est que 4 ans après, on a eu des résultats, mais absolument inattendus. Alors je cite toujours ceux que... parce que bon, on a très peu de chiffres, mais enfin on a quand même le chiffre d'une réduction de 80% des overdoses mortelles sur la rue. Bon, c'est pas de l'INSERM, mais c'est ceux qui étaient recueillis par les policiers en 4 ans. On a une réduction des 2/3 de la mortalité due aux pathologies diverses. Donc, les usagers, la mortalité a connu une chute. Les usagers ont arrêté de mourir devant la porte des hôpitaux. C'est ce qui se passait dans les années, jusqu'au début des années 90. Voilà, donc il semble que là, on est à un point d'impasse qui se renouvelle. Pour les consommateurs de crack, on n'a pas encore trouvé, semble-t-il, la volonté politique de faire ce qu'on a fait. Alors bon, c'est vrai que... c'était un dispositif, ce dispositif était une réduction des risques infectieux. Et les risques infectieux, c'est pas... Enfin, ça, il faut demander quel est l'état de santé des craqueurs dans la rue. Je crois que c'est dramatique. Au niveau des VIH... Je vous propose juste, on va reprendre parce qu'on a une chronique. On va reprendre ensuite justement cette question de la réduction des risques comme dispositif à l'époque expérimental entre ces deux extrêmes, l'éradication et coexister avec le produit. Oui. Mais nous allons pour l'instant faire une petite pause donc, et écouter la chronique Écho dans la culture de Solène Albert. Solène Albert, bonjour. Bonjour. Tu es psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Et tu as choisi de parler ce soir pour nous du roman de Brigitte Giraud, Vivre vite, qui vient d'obtenir le prestigieux prix Goncourt. Peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi ce livre ? Oui, alors ce livre dont j'ai choisi de vous parler parce qu'il m'a beaucoup touchée est écrit d'une plume vive et précise par Brigitte Giraud qui revient pour la 2e fois dans l'un de ses romans sur l'accident de moto tragique qui a coûté la vie à son mari le 22 juin 1999. Le couple d'amoureux venait d'obtenir les clés de la maison qu'ils venaient d'acheter et dans laquelle ils auraient dû s'installer 3 jours plus tard avec leur petit garçon de 8 ans. Je dis une 2e fois puisque l'auteur avait déjà traité ce sujet dans son bouleversant roman intitulé « À présent », publié en 2001, donc c'est-à-dire à peine un peu plus d'1 an après cette perte tragique. Je trouve intéressant de lire ces 2 livres l'un après l'autre et de voir le parcours subjectif qu'elle fait. Je dirais que À présent est écrit à l'encre de la stupeur et de l'impossible auquel cette perte tragique confronte l'auteur. L'urgence y est palpable, urgence de la nécessité à dire ce que fut cet homme tant aimé. À présent est donc marqué par la perte, le deuil, l'incompréhension et le tournoiement impitoyable des questions. Or, ce qui fait, me semble-t-il, l'originalité de Vivre vite
écrit lui 20 ans après le drame, c'est qu'il ne s'agit pas d'un livre sur le deuil. C'est ce qui m'a paru saisissant et remarquable dans ce livre. Il m'a semblé que c'est un livre même qui se sépare du deuil. Un livre qui peut-être même participe de la sortie du deuil, contribue à en sortir. En tout cas, au journal Le Monde, le 3 novembre, l'auteur indique ceci. Elle dit « Avec ce livre, je voulais surtout me débarrasser de tout ce qui pouvait avoir trait au deuil. C'est un livre qui dit la vie avant. » Donc tel que tu nous le présentes, il semblerait que ce livre soit davantage un livre sur la vie que sur le deuil. Alors, en effet, parce que dans ce livre, l'auteur dresse le portrait de l'homme vivant qu'elle a aimé. Donc c'est un portrait tendre et amusé, en forme de déclaration d'amour. C'est ce qui fait la beauté de ce livre porté par l'humour et la musique, dont cet homme avait fait plus que son métier de chroniqueur, de journaliste musical. Il en avait fait un art de vivre. Donc le rock'n'roll particulièrement l'animait. Et une joyeuse bande-son des années 80-90 nous accompagne dans sa lecture. J'ai trouvé que dans ce livre, l'auteur parvient à organiser, structurer la folle et torturante danse des « et si ». On ne peut pas comprendre l'incompréhensible ni intégrer l'inacceptable, mais l'énumération en 16 points, 16 hasards, 16 concours de circonstances qui ont conduit à l'inéluctable, représente probablement un ordonnancement des choses, une manière de ne pas sombrer dans une souffrance folle. Avec ce livre, elle part à la recherche d'une vérité insaisissable, impossible à attraper, pour essayer d'en faire un destin. Avec détermination, précision, l'auteur revient sur les jours, les heures qui ont précédé l'accident. Pourquoi a-t-il accéléré sur cette moto dangereuse ? Était-il inspiré par la musique de Lou Reed, qui avait écrit « Vivre vite, mourir jeune » ? Et dans le livre que l'auteur retrouve sur le parquet au pied du lit de son mari. Dirais-tu alors, Solène, que ce livre est une quête de sens par rapport à ça ? Alors, interrogée sur France Info le 3 novembre, à la question qui lui est posée de savoir justement si ce livre est une quête de sens, elle répond avec justesse qu'un accident n'a pas de sens. Accident, elle dit ceci, accident, ça veut dire ceux qui tombent par hasard. Et en effet, un accident pulvérise le sens de la vie, le sens de l'amour, et déplace les frontières de la logique. Elle précise avoir écrit ce livre comme une enquête. Elle dit « pour tenter d'ordonner un cerveau qui n'en finit pas d'essayer de trouver des raisons ». Cette frénésie de sens qui s'empare d'elle, on peut dire qu'elle est à la fois torture et nécessité vitale pour parvenir à intégrer l'événement dans la ligne brisée de son existence. Frénésie tempérée par le processus d'écriture lui-même, puisqu'il s'agit alors, dit-elle, de prendre le temps de trouver le mot juste. Donc c'est un livre sur le hasard, le jeu de dés, et qui soulève cette question centrale dans une analyse où se situe notre prise sur l'existence. En lisant ce livre, j'ai pensé à cette précieuse indication de Jacques-Alain Miller, selon laquelle a vu le jour chez les romanciers de la fin du 19e, début du 20e siècle, ce désir, je le cite, d'essayer d'écrire le flux de la conscience. Joyce s'est distinguée dans l'écriture du flux de conscience. Virginia Woolf s'y est adonnée à son tour dans son roman Mrs. Dalloway. Jacques-Alain Miller indique qu'il classerait cela dans les effets de l'invention freudienne sur la littérature, avec pour conséquence une tentative de mise en forme littéraire de l'amorphe mental. Il me semble que c'est l'effort remarquable auquel le lecteur assiste en découvrant ce livre. Merci beaucoup, Solène. Bien, alors nous allons pouvoir reprendre notre conversation.
Et donc, avant de vous laisser rebondir, Léon Gomberhoff, suite à l'intervention d'Anne Coppel concernant la politique de réduction des risques, je vais aussi en profiter pour vous poser une question. Y a-t-il une réelle spécificité du crack par rapport aux autres drogues ? Et je pense notamment à la difficile question des traitements de substitution. Et en existe-t-il d'ailleurs? Voilà, je donne la parole. S'il y a une spécificité du crack, le crack c'est de la cocaïne, donc c'est la spécificité de la cocaïne et d'autres produits stimulants. C'est des produits qu'on peut prendre et ne pas s'arrêter de les prendre. Parce que par exemple, si vous prenez de l'héroïne, vous prenez de l'alcool ou des benzodiazépines, d'autres types de drogues qui dépriment, et il y a un moment où vous tombez, où c'est fini, vous vous endormez ou vous avez une overdose. Avec la cocaïne, avec le crack, vous pouvez continuer. Donc il y a une dynamique de consommation qui pourrait éventuellement ne pas s'arrêter jamais. C'est excessif de dire ça. Ce que vous dites, c'est que les consommateurs de crack consomment toute la journée dans la continuité. Oui, bien sûr. Et vous pouvez consommer toute la journée et comme l'effet est très court, l'effet de crack est très fort, il y a un effet de flash, de plaisir intense, est très fort et très court, vous savez recourir à une consommation compulsive. Et si vous n'avez pas où dormir, ou vous n'avez pas où arrêter, vous n'avez pas avec qui parler, évidemment, la solution, elle est là, vous allez continuer à consommer. Et comme vous pouvez échanger du crack avec n'importe quoi, et vous pouvez faire la manche très vite, vous pouvez voler un petit produit et l'échanger, et vous pouvez avoir du crack toute la journée et toute la nuit. Donc, effectivement, c'est un type de produit qui a une spécificité. Cette spécificité, c'est cette dynamique de pas d'arrêt. Alors, quand vous vous arrêtez de ces stimulants en général, si vous savez consommer beaucoup, il y a un syndrome qui c'est la descente. Vous tombez dans un état. En général, ça vient parce que vous n'avez plus d'argent ou vous n'avez plus de produits et donc vous êtes obligé d'une certaine façon à vous arrêter. Donc, c'est un moment où vous êtes très angoissé, en colère, vous êtes très mal. Et à ce moment-là, peut-être que vous avez besoin d'un autre produit. Pour beaucoup de nos patients, ce produit, c'est un opiacé. Donc, ça crée des polyconsommations. Et vous savez, plusieurs personnes qui actuellement prennent des opiacés, pas en première intention, mais comme façon de réguler leur descente et sont polyaddicts actuellement. Donc, ça ne remplace pas le produit, mais ça vient traiter les conséquences du fait de ne plus avoir le produit, les douleurs que ça provoque. Tout à fait. Il n'y a pas de substitution à la cocaïne. On a essayé avec divers types d'amphétamines. On est encore en train d'essayer, mais on ne trouve vraiment pas. Mais ce qu'on trouve à Paris et en France, c'est de la cocaïne. On trouve partout et ça rentre par plusieurs endroits. Juste un point, le crack est un dérivé de la cocaïne, c'est ça? Le crack, c'est de la cocaïne qui a été traitée avec du bicarbonate ou avec ammoniac. C'est ça les façons les plus fréquentes de transformer la cocaïne en crack. La cocaïne, vous pouvez la injecter parce qu'elle est soluble à l'eau, ou vous pouvez la sniffer. Pour la fumer, c'est un peu plus compliqué. Donc, vous la transformez en crack. Et là, ça fait de la cocaïne un produit fumable qui rentre en grande dose par les poumons et donc rapidement au cerveau et ça produit un effet très intense. Alors, par rapport à la spécificité, il y a aussi le fait que ce soit à ciel ouvert, visible de tous, même si on retrouve une logique que nous avions avant avec les consommateurs d'héroïne, mais peut-être aussi au niveau du public même, un public en très grande précarité, me semble-t-il. Oui, bien sûr, mais il y avait un moment où à Paris, il y avait plein d'habitations, de lieux qui pouvaient être squattés. Donc, dans l'époque de l'héroïne, vous ne trouvez pas autant de scènes ouvertes, mais il y avait plus de lieux fermés, donc des bâtiments occupés. Il y avait des bâtiments où il y avait 300 consommateurs de drogue à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus difficile de squatter un lieu. Donc c'est pour ça qu'il y a des lieux, beaucoup plus de lieux à ciel ouvert. Bon, alors pour vous deux, on pourrait revenir sur la façon dont se traduit concrètement un petit peu la politique de réduction des risques et notamment ce qui pourrait nous intéresser, c'est de spécifier le lien qui peut se créer avec le consommateur, à quelle place il est situé finalement dans les dispositifs qui s'inspirent de cette politique.
Léon, puisque... Oui, nous on gère plusieurs dispositifs et ces dispositifs qui sont adaptés à eux. Ça veut dire qu'ils peuvent venir quand ils veulent. Bon, il y a des horaires parce que nous on a soumis au droit du travail, donc on travaille avec 7 heures par jour. Mais les gens viennent quand ils veulent, comme ils veulent. S'ils sont un peu défoncés, ils sont admis. Il faut qu'ils soient respectueux des collègues et un peu respectueux aussi entre eux. Mais il n'y a pas de contrainte d'arrêter les produits. Donc ça permet que ces gens-là, qu'avec ces gens-là, on puisse parler et qu'ils puissent avoir des moments de pause. Hein, vous voyez, parce que là, dans la dynamique de consommation dont je parle, il faut que vous introduisez la calme, que vous introduisez un moment où on peut parler. Les consommateurs de drogue ne résistent pas à une consultation très longue. Il arrive, les consommateurs des produits stimulants, il faut qu'ils trouvent de l'argent pour ces produits, il faut qu'ils trouvent les produits. C'est une vie très compliquée où il n'y a pas de temps, donc il faut pouvoir introduire le temps. C'est un lieu de pause, on va retenir ce terme, juste parce qu'on va devoir bientôt conclure. Anne Coppel, vous parliez, vous, du fait de devoir construire un pacte de solidarité avec l'usager, et il me semble aussi que vous mettez l'accent, et vous également, Léon Gomberhoff d'ailleurs, sur le fait qu'il doit être acteur de cette prise en charge. Peut-être on peut conclure sur cette question-là, on va dire de la responsabilité, ou de leur donner la possibilité d'avoir le choix de choisir leur santé, quoi, par rapport à leur santé. Par rapport à leur santé, oui. Non, mais c'est déterminant, en fait. Je pense que la réduction des risques s'appuie sur une conception de la santé qui a été promue d'ailleurs par les associations de lutte contre le sida, qui fait appel à la responsabilité individuelle. Chacun choisit la façon de vivre et de protéger sa santé, plus ou moins bien, avec plus ou moins de risques. Mais c'est aussi une responsabilité collective, donc c'est à la fois individuel, et le collectif, lui, il a la responsabilité de donner aux gens les moyens de ce choix. Donc, évidemment, si on pense en termes d'outils, on va dire préservatif, seringue, mais c'est pas seulement ça, la possibilité de choisir. Le fait d'avoir non pas un hébergement, mais un logement à soi, ça, c'est déjà, c'est le premier pas, en fait. C'est ce qu'on a pu constater dans les pays qui l'ont fait, au Canada, mais je citais aussi les Pays-Bas ou la Suisse. C'est offrir un logement d'abord, sans exiger la désintoxication, parce que c'est ce qui permet à l'usager de choisir s'il va continuer ou non sa consommation, et puis s'il continue, sur quelle modalité il va le faire. Donc il y a des perspectives qui s'ouvrent à partir du moment où il y a un accès au logement. D'abord le lieu, puis le lien. Voilà. Disons, la désintoxication, c'est l'usager qui décide, quoi qu'il en soit. Qu'il s'agisse de crack, ou qu'il s'agisse de cannabis, ou qu'il s'agisse de médicaments psychotropes. On va pouvoir terminer peut-être sur cette idée forte, celle donc de leur donner les moyens de pouvoir choisir. Voilà. Merci à vous deux d'avoir participé à cette conversation. C'était un peu court, on aurait bien continué. Et nous allons donc maintenant passer à notre deuxième chronique, Actualité de la psychanalyse avec Philippe Elbois. Bonjour Philippe Elbois. Bonjour. Tu es psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse, et tu vas nous parler de ce qui apparaît de la relation de Freud à Marie Bonaparte dans leur correspondance intégrale qui vient d'être publiée. Oui. Alors, les éditions Flammarion viennent donc de publier la correspondance intégrale de Freud et de la princesse Marie Bonaparte, qui débute au printemps 1925 pour s'achever à la mort de Freud à l'automne 1939. Cela donne donc un fort volume composé sérieusement avec appareil critique, index, bibliographie, etc. Alors, ce n'est pas vraiment une correspondance à deux voix, puisque c'est logiquement l'analysante qui écrit le plus. Freud étageant ses réponses entre accusé de réception et interprétation. Le transfert reste
accepte sans vacillation, la princesse commençant chaque missive par un cher père, pour les conclure par un « je vous aime ». De la caste des rois. Fût-il de souche récente, puisque la princesse n'était noble que depuis l'Empire, n'est-ce pas, de remonter à Napoléon, qui était son aïeul. Mais elle était tout aussi richissime. C'est dire que rien ne lui résistait, sauf le réel, qui était pour elle celui de l'orgasme, puisqu'elle se considérait frigide. C'est le problème qui l'amena à Freud et lui fit écrire d'abondance entre ses séances. Ces lettres n'étaient consacrées qu'à ce qui se passait ou pas au lit. Le désir et l'amour ne la concernaient que de fort loin, ou seulement chez l'autre. C'est ainsi que de Löwenstein, l'un de ses amants, qu'elle qualifiait de Jeanne Lion, vous entendez Löw en allemand, futur analyste de Lacan par ailleurs, eh bien, affectée par la révélation de l'existence de ses autres amants, elle dit ceci à Freud. C'est affreux à dire, mais l'observation de sa douleur m'a prodigieusement intéressé. Alors, elle n'était jamais avare de détails, même les plus scabreux, mais ça se ramenait finalement toujours à la même chose. Les amants ne manquaient pas, faisaient ce qu'ils avaient à faire, mais hélas, 3 fois hélas, la satisfaction restait d'autant plus rebelle. Alors, donc, qu'est-ce qui clochait, Philippe? Eh bien, d'emblée, sans détour, elle disait avoir un cerveau d'homme encombré d'un sexe féminin. Et ce sexe, quel enfer! Le clitoris seul lui faisait quelque effet, mais hélas, elle voulait que ce soit le vagin. Et comme elle avait une théorie sur la distance à avoir entre les deux, qui était toujours trop grande, elle n'avait de cesse que de vouloir les rapprocher l'un de l'autre chirurgicalement. La princesse, vous l'avez compris, était trans avant tout le monde. Une pionnière. Oui. Et le résultat la comblait d'abord, la décevait ensuite, pour la mener à une opération et ainsi de suite. L'analyse lui apporta quand même une lucidité notable. Venir à l'orgasme, quel travail! Je suis comme Sisyphe avec son rocher. La sexualité est une invention de l'enfer, disait-elle. Je ne veux pas être une femme. C'est pour ça que je ne suis pas excitée par le vagin. Je veux être un homme dans le coït. C'est comme si ma mère morte, sa mère est morte quand elle avait 1 mois, m'avait maudite dès le berceau. La belle au bois dormant. Je suis la belle au bois dormant. C'est l'histoire même de mon organe génital féminin, écrit-elle. Dans tout ça, elle accédait parfois à l'esprit. À la question, est-ce que c'est très difficile de faire de beaux vers, Victor Hugo, spécialiste en son temps de l'orgasme, aurait répondu, c'est très facile ou impossible. Eh bien, dit-elle, il en va ainsi de l'orgasme. Alors, quelles étaient les réactions de Freud? Alors là, aussi drôle qu'enseignante, c'est-à-dire interprétative. Drôle. Je commence, disait-il, à trouver tout cet univers du coït qui s'étalait parfois sur plusieurs pages, monotone. Et mieux encore, à propos des opérations toujours décevantes, le résultat, rajoute-t-il dans un sarcasme, me rappelle ma prothèse. Ironie terrible, puisque Freud, pendant ce même temps, était opéré régulièrement, mais lui d'autre chose, pour un cancer à la mâchoire qu'il contraignait à porter des prothèses qui ne le soulageaient jamais. Elles étaient aussi enseignantes. Vous m'avez donné l'impression, dit-il, de jeter dans le même sac les 2 faits, que sont la sensibilité et la réaction orgastique. Vous avez compris donc que orgasme n'est pas organe, c'est lumineux, mais la princesse préférait à l'évidence rester dans le noir. Il la tensait aussi. Il écrit ceci, l'analyse, écrit-il, a 2 missions à remplir. Libérer les pulsions, puis les soumettre à la maîtrise. Le premier point a bien réussi dans votre cas. Mais pour le second, vous n'êtes pas encore allé bien loin. Et il rajoutait, si vous voulez exercer l'analyse sur d'autres que vous, vous devez constamment leur conseiller la limitation des pulsions. Et si vous vous mettez en contradiction avec vos théories, cela vous coûtera votre autorité et vous égarera dans votre travail. La princesse, à ça, faisait cette réponse édifiante, peut-être l'un des clous du livre qui n'en manque pas. Je n'avais pas compris que pour être analyste, il fallait se soumettre soi-même à des restrictions de pulsion.
Je savais, certes, et j'acceptais, que l'on gardât une grande distance avec les malades, qui m'apparaissaient par essence, je l'avoue, comme des inférieurs. Et il ne saurait être question pour moi d'avoir une quelconque aventure avec des inférieurs. Je me sentirai toujours, je vous l'avoue, comme analyste, dans une situation supérieure. Et écoutez ça, d'où rien ne saurait me faire descendre. À cette remarque, Freud se contentait de répondre que l'infériorité de l'autre n'est qu'une fiction, soit une digue bien fragile. On comprend aussi qu'il peut lui faire remarquer combien une autre voie que l'amour s'imposait. Seriez-vous venu me voir autrement? S'il avait trouvé le bonheur, vous seriez-vous intéressé à l'analyse, lui écrit-il. Dans la vie, on n'a rien sans rien. Vous n'avez aucune raison d'être triste de ne pas être satisfaite en tant que femme. Parce que dans la science, dont dans votre jeunesse, seule la parole autoritaire de votre père vous a éloigné, une nouvelle jeunesse vous attend. C'est dire combien Freud faisait résonner pour elle le désir d'autre chose. Mais il n'est pire sourd que celui ou celle qui ne veut pas entendre. Alors, ne parlait-elle jamais d'autre chose? Alors, heureusement pour elle et pour nous, le bouquin fait 1000 pages. Elle était tout de même assez femme pour varier ses préoccupations. C'est ainsi qu'on la voit prendre une part importante à la constitution du groupe des analystes français. Elle finance Local Revue, elle empêche certaines dérives chauvines sur le génie latin, l'importance de l'école française, sur la théorie de Freud, la promotion de Janet. En plus, elle était très fidèle à Freud et elle ne transigeait pas sur la question de l'analyse profane, que les psychiatres à l'époque majoritaires dans le groupe étaient tout à fait prêts à oublier. Elle s'activa aussi beaucoup pour que Freud soit traduit en français. Et, bon, ce qu'il faut lui laisser, qui est capital, elle l'a sauvé des nazis, sur le compte desquels elle ne se méprend jamais. Occurrence pas si fréquente à l'époque, ayant autant troublé, ce n'est toujours... ça ne l'est pas plus. En effet. Merci beaucoup, Philippe. Cette émission est à présent terminée. Nous vous remercions de votre intérêt pour Studio Lacan. Rendez-vous samedi prochain à 18h30 pour la prochaine.